Alors, vous revoilà. Comme je ne suis pas certain que tout le monde reste jusqu'à la fin, on va commencer par la conclusion maintenant. Ce que tu dis n'a aucun sens. Alors voilà, cette vidéo va commencer, j'espère qu'elle va vous plaire, n'oubliez pas le pouce bleu si vous voulez me faire plaisir, de me lâcher un commentaire du genre « Merci au grand maître du cinéma de m'avoir appris tant de choses » et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on est bientôt 1000, c'est bien. Il est temps aujourd'hui de continuer la première série de ma chaîne consacrée aux effets spéciaux. On s'était arrêté en 2018 et il est de bonne loi d'en faire une mise à jour et peut-être même de se projeter dans un futur proche. Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Récemment, la série The Mandalorian a brillé grâce à quelques innovations techniques qui ont permis à la série d'être aussi visuellement aboutie. On doit la production de ces effets à Industrial Light and Magic, la filiale de Lucasfilm dont on a déjà parlé. En travaillant avec Epic Games, les studios créateurs de Fortnite, ILM s'est servi tout le long de la production du moteur de jeu Unreal Engine 4 pour créer des fonds numériques. Alors concrètement, à quoi ça sert et pourquoi ne pas utiliser un fond vert puisqu'on a toujours fait comme ça? Oui, puis on a tout le temps fait comme ça. L'utilisation de ce moteur de jeu a permis de rendre plus rapide la génération des effets visuels dans une salle panoramique à 360 degrés couverte d'écran LED. On peut par exemple changer le décor de place très rapidement ou même le lieu de l'action. Les équipes devant et derrière la caméra, elles, ne bougent pas. Le recours au moteur de jeu était si systématique que plutôt que d'utiliser des croquis sur un tableau blanc pour planifier des scènes, le storyboard y a été entièrement réalisé. Selon Jon Favreau, le réalisateur de la série, cette façon de procéder aura un impact majeur sur les productions futures. Cette machine au total fournissait les décors en temps réel. Aussi on imagine une puissance de calcul monstrueuse. En 24 heures seulement, on peut passer d'un décor de pré-production au tournage de la scène, ce qui permet d'accélérer le flux de travail. Les acteurs également doivent trouver moins de difficultés à jouer puisque les fonds verts disparaissent au profit d'un décor de synthèse facilitant la mise en situation. Et les réalisateurs les plus réticents à utiliser des fonds verts pourront donc se tourner vers cette technologie. En post-production, le travail est réduit également puisqu'il suffit, outre la correction des tons, à accorder ce qui est filmé avec ce qui est diffusé en arrière-plan. Alors en vérité, c'est un système très amélioré du procédé de transparence utilisé dans certains films d'Alfred Hitchcock. Pour filmer des acteurs dans un décor difficile à contrôler ou qui les mettrait en danger, on a recours au procédé de la transparence. Il repose sur le principe suivant. Dans un studio, à l'aide d'un projecteur placé derrière un écran translucide, on projette des images préalablement filmées qui vont servir de fond aux acteurs. Ceux-ci interprètent la scène devant cet écran. La caméra filme en même temps les acteurs au premier plan et les images projetées sur lesquelles ils s'inscrivent en arrière-plan. L'acteur semble se trouver réellement dans le décor. Ce procédé est très utilisé pour des scènes montrant des personnages situés dans des trains, des avions ou des voitures. Le véhicule est placé dans un studio et le paysage défile sur un écran placé derrière. Alors c'est un procédé qui a très mal vieilli et l'utilisation d'un immense écran LED haut de 6 mètres permet, comme vous vous en doutez, d'éclairer les acteurs et de les fondre, de les immerger dans le décor. Sur le plateau de tournage, l'écran englobe complètement la vision périphérique. On oublie très vite qu'on est à l'intérieur et qu'on n'est pas à la surface d'une planète. On a l'impression d'être entouré d'un véritable environnement tridimensionnel. Alors, ces écrans LED, ça a l'air super novateur dit comme ça, et la quasi-totalité des articles vont en ce sens, mais sachez qu'en réalité, ça existait déjà en 2013 puisque certaines scènes du film Oblivion ont été tournées de cette manière. Mais ça n'enlève rien au défi technologique que ces tournages représentent et on ne pouvait pas ne pas en parler. En parlant d'amélioration, souvenez-vous. En 2013, la production de Fast and Furious 7 avait recréé l'image de Paul Walker décédé dans un accident de voiture avant la fin du tournage pour terminer le film. Dans Star Wars Rogue One, le visage de Peter Cushing, décédé d'un cancer, est incrusté sur le corps d'un autre acteur. L'actrice Carrie Fisher apparaît aussi dans Star Wars 8 et 9, sortis après sa mort en décembre 2016, mais toutes les scènes où elle figure avaient été tournées avant son décès. Cette technologie a été utilisée avec parcimonie jusqu'à présent parce que même si le résultat est convaincant, il n'est pas parfait. Finding Jack, film prévu à l'écran pour novembre 2020, fera figurer James Dean, acteur iconique des années 50, décédé en 1955 d'un accident de voiture. Pas un sosie, pas une doublure, non, le véritable James Dean, ou presque. La performance de James Dean devrait être mise en scène grâce à la technologie Full Body qui permet de recréer entièrement l'image d'une personne sur la base de photos et vidéos d'archives sans la superposer à celle d'un autre individu.
Sa voix sera par contre doublée par un acteur en chair et en os. Outre l'aspect technologique, Magic City Films a pu lancer le projet car elle contrôle les droits d'utilisation de l'image de James Dean acquis auprès de la famille de l'acteur. Alors, éthique ou pas, je vous laisse juger, mais l'inclusion d'un acteur décédé de longue date dans une nouvelle production marque une nouvelle étape de l'utilisation de la technologie au cinéma. À la prochaine étape. À la prochaine étape. À la prochaine étape. À la prochaine étape. On reparlera du Roi Lion de Jon Favreau sorti en 2019 dans le documentaire que je prépare, mais son aspect technique mérite qu'on s'y intéresse maintenant. Les innovations artistiques et technologiques font partie de l'ADN des studios Disney depuis que Walt a initié successivement le premier dessin animé de long métrage grâce à Blanche-Neige et les 7 nains, ou le premier film d'animation en son stéréophonique avec Fantasia sorti en 1940. Plus tard, le traçage des cellulos à la main a été remplacé par la photocopie des dessins d'animation sur cellulo. Ce processus a été utilisé pour la première fois dans les 101 Dalmatiens sortis en 1961. La 3D a pointé le bout de son nez dans l'animation dessinée grâce aux engrenages de l'horloge de Big Ben dans la séquence finale de Basile, détective privé sorti en 86 avant que le logiciel CAPS ne permette de numériser tous les éléments peints ou dessinés pour réaliser des images composites libérées des contraintes physiques du papier ou des cellulos comme dans Tarzan sorti en 99. Avec Toy Story, Disney et Pixar ont prouvé que l'animation par ordinateur pouvait, entre de bonnes mains, devenir aussi expressive et émouvante que celle issue des crayons des artistes. Mais il restait encore à franchir le pas de la narration de contes animaliers grâce aux images de synthèse hyper réalistes. Et en 2016, la nouvelle version du livre de la jungle voit le jour. Comme les animaux n'auraient pas pu être filmés en ayant recours à des bêtes dressées, le jeune Neil Sethi incarnait Mowgli en jouant sur des fonds bleus face à des marionnettes, et c'est pendant la post-production qu'il a été entouré par toute une ménagerie d'animaux réalisés en images de synthèse. Bagheera, Baloo, Kaa et Shere Khan avaient été volontairement stylisés pour accentuer leurs prestations comiques ou effrayantes, mais le reste des animaux de la jungle était déjà traité de manière remarquablement réaliste. Comme il n'y a aucun protagoniste humain dans le Roi Lion, Jon Favreau n'avait pas besoin d'un studio classique. Pour mettre en scène ce film d'animation 3D comme s'il tournait en prise de vue réelle, il utilise un plateau de capture de mouvement. Mais au lieu d'y enregistrer les gestes des comédiens pour animer des personnages humains, ce sont des caméras, des projecteurs et des équipements de cinéma transposés en 3D qu'il manipule avec des joysticks et des casques de réalité virtuelle sur la tête. Grâce au casque, le réalisateur pouvait voir tout autour de lui en relief une version simplifiée des paysages de la séquence qu'il s'apprête à filmer. Grâce à cette animation provisoire, le directeur de la photographie pouvait placer des dizaines de projecteurs 3D pour éclairer toute la trajectoire des personnages. Jon Favreau choisit alors un objectif dont il équipe une caméra virtuelle, puis manipule les joysticks pour la placer à l'endroit du décor où il a envie de filmer le passage des lions. Il règle le cadrage de l'image, puis le mouvement panoramique qui suit les personnages et le plan est enregistré. Pour tourner les suivants, il pourra installer la caméra sur une réplique 3D d'une grue et filmer de cette manière un plan d'ensemble ou la poser sur des rails d'un travelling 3D pour avancer aux côtés des lions. Et tout ça en 3D. Quand le montage de la scène est validé, les mouvements provisoires des lions sont finalisés par des animateurs qui ont passé des centaines d'heures à visionner des documentaires animaliers et à analyser image par image les mouvements des bêtes pour pouvoir les reproduire à la perfection. On ne peut pas parler des effets spéciaux d'aujourd'hui et du futur sans évoquer l'intelligence artificielle. Ça fait déjà longtemps que l'intelligence artificielle figure au casting des films. L'intrigue tourne autour d'elle dans des films comme Terminator, sorti en 85, ou Transcendance, sorti en 2014. Mais quel rôle joue-t-elle derrière l'écran? Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute vos conneries? L'intelligence artificielle, ou IA, a déjà beaucoup d'expérience au cinéma, même si pour l'instant, son utilisation reste assez anecdotique. La seule chose dans laquelle elle sert vraiment, c'est la gestion des foules. La simulation des foules consiste à modéliser le comportement de groupes constitués de multiples individus appelés des agents. Les agents sont dits autonomes car ils peuvent percevoir leur environnement et réagir en fonction de lui pour accomplir en toute indépendance la tâche qu'on leur a attribuée. Élaboré à partir de 1996 pour simuler les armées dans les scènes de bataille de la trilogie Le Seigneur des Anneaux, le logiciel Massive, dont on a déjà parlé, a depuis conquis le monde du cinéma. Les films d'animation, par exemple, ont su tirer parti de cette technologie comme Ratatouille et Wall-E, dans lesquels Massive a respectivement servi à simuler des cohortes de rats et des foules constituées d'humains et de robots. Bon, je suis sûr que vous avez déjà tous entendu parler du deepfake. President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things.
at least not in a public address. But someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Il s'agit de faire dire ou faire faire quelque chose par un clone d'une personne photoréaliste ou encore de coller le visage d'une célébrité dans une scène pornographique. Et oui, le deepfake s'est popularisé de cette façon. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin, hein. Je vous jure, c'est pas bien. Cette technologie est tirée du deep learning ou apprentissage profond. Par définition, la machine est capable d'apprendre par elle-même, contrairement à la programmation où elle se contente d'exécuter à la lettre des règles prédéterminées. Aujourd'hui, il est non seulement possible de créer des visages qui n'existent pas dans l'humanité, mais certains passionnés de cinéma comme un certain Control Shift Face sur YouTube multiplient déjà l'usage de l'IA pour altérer des extraits cinématographiques et faire jouer leurs acteurs préférés à la place d'autres dans des films de leur jeunesse, par exemple Sylvester Stallone dans Terminator 2 et Al Pacino à la place de Robert De Niro dans Taxi Driver. Ces vidéos modifiées grâce à l'IA sont amusantes et semblent inoffensives, mais se profile déjà un risque qui serait de voir des producteurs et des réalisateurs préférer se passer d'un acteur en utilisant son image numérique ou pire encore, si les deep data peuvent stocker suffisamment d'informations sur les émotions, alors on aura bientôt la possibilité d'avoir des acteurs totalement conçus par intelligence artificielle. Voilà. Cascadeur par exemple, c'est un logiciel en cours de développement. Il utilise des techniques d'apprentissage profond pour prédire les poses des personnages. Énormément de motion capture est réalisé tous les jours, des gens qui marchent, qui courent, des grands, des petits, des jeunes, des plus vieux, des enfants. Envoyons toutes les données dans le deep data. Ensuite, constituons une base de données géante de toutes ces animations, un bon algorithme de deep learning et hop, voilà plein de variations possibles pour une même marche. Pour l'utilisateur final, mettons quelques curseurs sur le côté afin qu'il définisse les caractéristiques de son personnage et voilà l'algorithme qui lui permettra de gérer une infinité de variations. C'est dingue. Mais l'utilisation de l'intelligence artificielle ne s'arrête pas là. Il est possible, par exemple, grâce à elle, de recréer des images entre les images d'un film tourné en 12 images par seconde pour en faire un film de 60 images par seconde. Ça permet aussi de zoomer à fond dans une image, comme dans les films policiers, et d'avoir une image propre de très bonne résolution à la fin. Et enfin de coloriser un film en noir et blanc. Le logiciel essaye de comprendre ce qu'est un ciel, un personnage, des vêtements, et c'est grâce à tout ça que l'arrivée du train en gare de la Ciotat réalisée en 1839 par les frères Lumière s'est retrouvée en 60 images par seconde 4K couleur. Voilà, c'est terminé. Comme on a commencé par la conclusion, j'ai plus grand chose à vous dire. Alors, au cas où si on ne se reverrait pas d'ici là. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Y'a autre chose? Ouais, il doit y avoir autre chose. Oui, programme.